je vais commencer par citer d'abord Bernard Fauconnier. Isabelle, on la connaît, elle est venue très souvent à la Triomphe de Chaville. La dernière fois, je crois que c'était pour Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset, que tu avais adapté. Alors, je l'ai pas adapté du tout. Il y avait la pièce intégrale de Musset, mais j'avais écrit un lever de rideau. Enfin, j'ai écrit d'ailleurs, puisqu'il est en train de se rejouer dans une autre distribution au Théâtre Essaillon. Et donc, c'est un début que j'ai écrit qui s'appelle La clé du grenier d'Alfred. Du coup, ça mettait la pièce dans un grenier, qui évitait le côté bourgeois, mais qui donnait tout le sens à ce texte sublime de Musset. J'ai pas osé toucher à Musset, tu penses? Et tu jouais avec Xavier Lemaire, qui a fait la mise en scène. Donc, qui a fait la mise en scène, voilà pourquoi je voulais parler de Xavier, qui a fait la mise en scène de Un cœur simple. Voilà. Bernard Fauconnier, vous êtes romancier en premier, vous êtes biographe, vous avez écrit entre autres en roman L'être et le géant, et non pas L'être néant, qui est la rencontre fictive peut-être de Sartre, Jean-Paul Sartre et de Charles de Gaulle. Vous avez été nommé pour le prix Renaudot, vous avez été nommé pour le prix Goncourt, excusez du peu, pour l'incendie. Oui, je ne l'ai pas eu malheureusement. Ben oui, mais vous étiez dans la shortlist, comme on dit, dans l'incendie de la Seine-Victoire. Donc le prochain roman, vous serez Goncourt. Ben, c'est très gentil de me prophétiser. J'espère que vous serez bon prophète. Ben, écoutez, on a eu Pierre Lemaitre avec Hervé Meudic au tout début, et avec Pierre Lemaitre, avec Xavier, et Pierre Lemaitre est devenu prix Goncourt. Alors c'est tout le mal qu'on veut vous souhaiter. C'est très gentil. Vous avez écrit des biographies absolument. Déjà à Chaville, d'ailleurs. Vous avez écrit des biographies passionnante. Moi, je ne savais pas en lisant votre biographie sur Beethoven que c'était vous. Et puis, j'ai lu cette biographie de Flaubert parce que je savais qu'on préparait avec Isabelle et Xavier Un cœur simple. Et je me suis dit, tiens, c'est le même auteur. Et vous m'avez avoué tout à l'heure, quand on a un petit dîner ensemble, que vous aviez écrit une trilogie de la biographie. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais je voudrais commencer par citer, pour parler d'Un cœur simple, une citation de Gustave Flaubert dans sa biographie que vous citez vous-même. L'histoire d'un cœur simple est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote, mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet. Quand le perroquet est mort, elle le fait empailler et, mourant à son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit. Ce n'est nullement ironique, comme vous le supposez. Et Flaubert dit, mais au contraire très sérieux et très triste, je veux m'apitoyer, je veux apitoyer et faire pleurer les âmes sensibles en étant une moi-même. Je crois que tout est dit dans cette correspondance. Qui est Flaubert ? On a 5 minutes pour... On a quelques minutes. Parce que c'est un personnage de roman. Oui, on peut peut-être parler de Flaubert au moment où il écrit Un cœur simple, parce Absolument. que c'est un moment particulier de sa vie. Il a commencé à écrire Un cœur simple, qui fait partie des 3 contes. Les 3 contes, ce sont 3 nouvelles très différentes, qui résument en quelque sorte son talent d'auteur, de romancier. Alors, Un cœur simple, c'est une nouvelle relativement brève qui raconte donc l'histoire de Félicité, mais qui nous ramène à l'époque où il écrivait Madame Bovary. C'est-à-dire que Un cœur simple, cette servante Félicité, fait écho un petit peu à une servante qu'on voit apparaître à un moment dans Madame Bovary, au moment des comices agricoles, à qui on remet une décoration. Et Flaubert, dans Madame Bovary, a cette phrase extraordinaire pour parler d'elle. Il dit « Ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude ». Et avec, c'est une phrase très très belle, et avec Félicité, en fait, il a développé cette idée de raconter la vie de quelqu'un qui est le parangon de l'humilité, en quelque sorte, qui a une vie extrêmement humble, très très modeste, et qui en même temps n'est pas... Vous savez, Flaubert, la grande affaire dans la vie de Flaubert, ça a été sa lutte, son combat homérique contre la bêtise. Il a écrit
tas de choses sur la bêtise. Il était, à l'époque où il a écrit les 3 contes, il travaillait en même temps sur son dernier livre, ce qui sera son dernier livre, sur Bouvard et Pécuchet. Et il disait de Bouvard et Pécuchet, c'est une épopée de la bêtise humaine. Bon, on pourra peut-être en parler, c'est tout à fait passionnant. Mais Félicité, justement, c'est le contraire. Félicité, c'est pas un personnage qui symbolise ou qui incarne la bêtise flaubertienne. Félicité, c'est la candeur, c'est la naïveté, c'est une forme d'idiotie. D'une certaine manière, ça le repose de Bouvard et Pécuchet. Et il fait d'elle un personnage extrêmement touchant parce que justement, elle n'est pas la bêtise pour Flaubert, c'est le bourgeois, c'est le pharmacien obé dans Madame Bovary. C'est quelqu'un qui vit sur une guirlande de clichés. Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, pensait ensuite à faire un dictionnaire des idées reçues, qu'il a fait d'ailleurs, qui existe, et où il énonce comme ça un certain nombre de clichés qui constituent, selon lui, la bêtise ordinaire. Bon. Or, Félicité, c'est pas ça. Félicité, elle est sublime. Parce que c'est un personnage justement de la naïveté, de la candeur, d'une certaine forme de beauté spirituelle. Et en plus, il y a lui qui est tellement caustique à l'égard de ses contemporains, il a pour Félicité une véritable empathie. Enfin, il a même un amour pour une véritable tendresse. Une tendresse, voilà, pour ce merveilleux personnage. Isabelle, comment tu as eu envie d'aborder Félicité? Pourquoi tu as choisi Félicité? Tu te l'es approprié. Tu es Félicité. Tu es magnifique. Ça fait 3 fois que je vois le spectacle. Tu es magnifique, magnifique. Tiens à dire qu'après avoir parlé du Goncourt, toi, tu as été nommé au Molière cette année. Tu ne l'as pas eu non plus. Mais ça toi aussi, tu l'auras. Tu vas l'avoir. Évidemment, tu es admirable de sincérité, de candeur, d'émerveillement. Il y a quelque chose de rédempteur quand on te voit. Parce que Félicité, c'est aussi la rédemption. Puisqu'elle confond son perroquet avec le Saint-Esprit. Et je voulais savoir comment tu as abordé ce personnage, puisque tu as fait l'adaptation. Pourquoi tu as eu envie de jouer un cœur simple? En fait, c'est elle qui m'a choisi parce que en fait, après le bac, j'ai fait des études de lettres et je croyais avoir lu tout Flaubert et je ne suis pas tombée sur les 3 contes. Je sais pas, ça m'est passé à côté. Et en 2015, je suis tombée sur les 3 contes que j'ai dévorés. J'étais au Festival d'Avignon, je jouais plusieurs spectacles et donc je rentrais le soir pour lire. Et je l'ai lu d'une traite et je me suis dit mais je veux jouer ce rôle. Je veux l'incarner et j'ai trouvé ça tellement sublime, tellement juste, tellement... Enfin, voilà, c'est une nouvelle très courte, mais qui est tellement pleine d'anse, comme vous le disiez, 50 ans de servitude, résumé et magnifiquement, avec des mots magnifiquement choisis. Et je me suis dit, comment le faire? Je suis incapable de prendre une caméra et de me filmer. Et puis je suis passée par ce que je sais faire le mieux, c'est le théâtre, parce que ça fait quelques années. Et j'ai commencé à l'adapter parce que, contrairement à Fabrice Lucchini qui le lit, c'est un homme, il le lit comme c'est écrit à la 3e personne. J'ai commencé à le passer à la 1re personne et je me suis rendu compte que ça fonctionnait tout autant. Comme si Flaubert, en la regardant, s'était mis à sa place, avec, comme vous le disiez, tellement d'amour, et en le faisant passer à la 1re personne, voilà, j'ai adapté parce que si j'avais fait toute la nouvelle, ça durerait 1h45 et ça serait trop long pour un seul en scène. Et parce qu'il y a des petites répétitions sur la religion, il a fallu choisir, mais c'est quasiment la nouvelle intégrale, avec évidemment le texte et les mots parfaits. Et donc voilà, c'était un appel... appel de cette Félicité. J'avais envie, et puis je pense que je l'ai lu au bon moment. Si je l'avais lu à 20 ans, peut-être que j'aurais été très touchée, mais je n'aurais pas eu envie de l'interpréter alors que là... Mais on te sent encore très ému, ça fait 10 minutes que tu es sorti de scène, et on te sent encore très ému. Mais enfin, je le tourne en ce moment énormément aux 4 coins de la France, parce que la semaine dernière, j'étais à Toulon, Dunkerque, Douai, la semaine prochaine, je suis à Sens, enfin, et puis je suis tous les lundis au Théâtre de Poche Montparnasse, parce qu'ils m'ont reconduit pendant 1 an. Je n'ai de cesse de le jouer dans des grandes salles et dans des toutes petites salles intimes, et je vous assure que c'est toujours un bonheur infini, j'en suis à la 185e aujourd'hui. Magnifique. Bernard, on va pas quand même reparler du grand thème dont vous avez parlé de Flaubert qui
qui a tenu Flaubert jusqu'à la fin de sa vie, la bêtise. Et il dit « Je sens, contre la bêtise de mon époque, des flots de haine qui m'étouffent. Il me monte de la merde à la bouche, comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai tout le 19e siècle. » Qu'est-ce que c'est le grand œuvre de Flaubert? Pourquoi il veut se battre contre la bêtise? Je crois que chez lui, ça remonte à l'enfance. Enfin, il y a une lettre de Flaubert, il devait avoir 9 ans, et il dit déjà, mais comme le nouvel an est bête. C'est-à-dire que pour lui, il y a la bêtise des autres, bien sûr, il y a la bêtise du bourgeois, hein, c'est ce qu'on trouve dans Madame Bovary, c'est ce qu'on trouve dans l'éducation sentimentale, autre chef-d'œuvre, la bêtise historique en quelque sorte, hein, l'illusion lyrique ou les petites manœuvres, enfin des choses que Flaubert a décrites avec une grande violence et d'ailleurs qu'on lui a pas pardonné parce que l'éducation sentimentale a été descendue par la critique, boudée par le public, et ça a été pour lui très très douloureux. Mais au-delà de ça, chez Flaubert, il y a une espèce de métaphysique de la bêtise, en quelque sorte. La bêtise est une espèce de force oppressive pour lui. C'est quelque chose qui ressent profondément. La vie même a quelque chose d'insupportable, malgré sa bonhomie, sa joie de vivre, tout ce qu'il y a chez lui d'énorme, comme il écrivait avec un H. Et bon, il y a profondément chez lui quelque chose de pessimiste et de très sombre. Et il y a ce sentiment profondément ancré en lui, on peut dire dépressif. Flaubert a été malade des nerfs. Très jeune, il a souffert d'une forme, on a pensé à de l'épilepsie, c'était pas ça, c'était en fait, il avait des crises nerveuses. Et bon, il s'est soigné toute sa vie, hein. C'est sa vie de reclus, sa vie consacrée à l'écriture, c'est aussi la vie de quelqu'un qui a été profondément malade. Et il a dans ce rapport au monde, tout simplement, dans ce rapport à l'autre, alors à la politique, à la religion, à tout un tas de manifestations de la vie quotidienne, il a ce sentiment constant d'une forme de bêtise qui oppresse. Voilà. Alors il y a des choses très drôles, parce qu'en même temps il en fait quelque chose de comique. Il écrit quand il est en Orient, il a un témoignage, une lettre très célèbre, où il dit qu'il y a un imbécile qui a écrit son nom en gros sur un monument, on le voit à 3 kilomètres, et il dit on peut pas se retrouver là sans voir le nom de Thomson. Il dit voilà, les imbéciles, ils sont si nombreux, ils nous oppriment, ils finiront par nous tuer. Bon, il y a ce sentiment profond chez lui. Et puis il y a bien sûr, Flaubert est un intellectuel de très haut niveau, bien sûr, et la bêtise de ses contemporains, enfin du bourgeois, c'est-à-dire celle qui se nourrit de clichés, est quelque chose qui l'insupporte. Il y a ça aussi chez lui. Il y a ça à travers certains de ses personnages, le pharmacien Homais dont je parlais tout à l'heure, Madame Bovary. Dans Madame Bovary, voilà. D'une certaine manière, même Charles Bovary, le mari qui est un brave type, mais enfin qui est un peu bené quand même, hein, et qui n'est pas un mari très amusant pour Emma. C'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'elle va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais elle-même d'ailleurs connaît cette forme de sottise qui est la nôtre, hein, parce qu'on est tous, et lui-même, Flaubert, ne s'écarte pas du lot. Enfin, on a tous en nous cette forme de sottise ou de bêtise qui fait que la vie n'étant pas suffisante, les rêves étant toujours trop grands pour nous, le choc entre les rêves et la réalité finit toujours en catastrophe. Et ça, il en a un sentiment très profond. Peut-être qu'on va passer une première question dans la salle. S'il y a une question ou à Isabelle ou à Bernard, il y a un micro qui se balade. Autrement, moi, j'ai 243 questions encore, donc pas de problème. Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur les 3 contes, sur l'interprétation d'Isabelle, sur la mise en espace, sur l'œuvre ou sur la vie de Flaubert? Ça va venir. Il faut être très optimiste. Moi, je voudrais parler du style, parce qu'un des grands combats de Flaubert, pendant toute sa vie, il s'est battu contre lui-même. Il n'a eu de cesse que d'être perfectionniste, puisqu'il mettait 5 ans ou 6 ans à écrire chaque roman. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit, il a écrit beaucoup, mais il a écrit
peu de romans par rapport à un Hugo ou par rapport à un Balzac. Oui. Parlons de son perfectionnisme. Comment écrivait-il ? C'est-à-dire que pour Flaubert, il n'y a rien au-dessus du style et de la perfection de la forme. C'est-à-dire que tout son effort tend à arriver à une forme de perfection, d'absolu du style qu'il cherche, qu'il a cherché dans tous ses livres. Il a mis 5 ans à écrire Madame Bovary, 4 ans à écrire Salammbô, etc. Enfin, tous ces livres ont été des combats. Ils sont tous différents, ces livres. Flaubert n'est pas quelqu'un qui a tiré profit, en quelque sorte, d'une méthode ou d'une manière d'écrire ou d'un type de sujet. À chaque fois qu'il a écrit un livre, il a changé de sujet. Enfin, à chaque fois, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça qu'il est considéré à juste titre comme un des pères, sinon le père de la littérature moderne, parce qu'il a véritablement ouvert des voies très très singulières, et cela au prix d'un effort considérable, un effort du style, d'un effort de la phrase. Alors on raconte toujours, vous savez, cette histoire du gueuloir. Alors c'est quoi le gueuloir ? Le gueuloir, c'était son cabinet de travail. Quand il avait écrit un paragraphe, une page, dit-il, alors il l'a peut-être fait quelques fois, après la légende s'en est mêlée, mais il lisait à haute voix, et même il le gueulait, pour voir quel effet ça produisait, pour voir si les phrases étaient harmonieuses, pour voir si c'était beau. Parce qu'il y avait qu'une chose qui l'intéressait dans la littérature, c'était le beau. C'était pas seulement de raconter des histoires. Et bon, on pourrait faire un long développement sur la confusion qu'il y a. On dit Flaubert écrivain réaliste. C'est pas du tout un écrivain réaliste. Il détestait le réalisme. Il le disait lui-même. Il a écrit Madame Bovary en haine du réalisme, alors qu'on en fait le plus grand roman réaliste du 19e siècle, ce qui est le cas. Mais il s'est en fait infligé une sorte de pensum avec Madame Bovary pour se soigner, pour soigner son romantisme, pour soigner son lyrisme, pour soigner ses tendances à certains emportements du style. Justement, il a corseté son style dans Madame Bovary pour essayer d'en faire quelque chose d'absolument parfait. Et il y est arrivé, parce que je ne crois pas qu'il y ait de plus grand roman au XIXe siècle que Madame Bovary. Isabelle ? Et pour rebondir, en lisant, avant de vous rencontrer, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai lu votre biographie qui vraiment m'a passionnée, et j'ai appris que justement, sur ce cœur simple, il l'a écrit beaucoup plus spontanément, un peu comme un challenge avec George Sand, si j'ai bien compris. Oui, en fait, il y a ça. Il voulait épater sa vieille amie, parce qu'il était très ami avec George Sand. Il était très ami avec George Sand. Il n'y a jamais eu aucune affaire amoureuse entre eux, mais ils étaient très très amis, très proches, très très opposés en même temps, parce que Flaubert n'approuvait pas du tout les pulsions sociales et socialistes de George Sand. Il lui reprochait toujours d'enfourcher son dada socialiste, alors que lui se voulait impavide. Il disait jamais de politique, nom de Dieu, ça n'est pas propre et ça porte malheur. Bon, c'est une citation. C'est une citation. Et il voulait effectivement écrire ces contes pour épater George Sand, qui est morte avant que ces contes ne paraissent. Il y a une autre raison pour laquelle il a écrit ces contes. Bon, d'abord parce qu'il en avait envie, je crois, c'est une très bonne raison. Mais il a cherché. C'était un moment très difficile de sa vie sur le plan financier. Alors, je ne suis pas en train de dire que Flaubert a écrit ses contes pour gagner de l'argent, mais enfin, curieusement, ils l'ont quand même un peu rapporté. Il a réussi à signer un contrat avec ces 3 contes, qui ont d'ailleurs été extrêmement appréciés par la critique, même des gens qui considéraient Flaubert avec un petit peu de dédain, comme Barbey d'Aurevilly par exemple, même Goncourt, ont été très admiratifs de ces 3 contes, qui sont très différents. Les uns, il y a Un cœur simple, Hérodias, et La légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Ce sont des contes merveilleux dans lesquels il retrouve une forme de merveilleux, ce qu'on appelle le merveilleux, c'est-à-dire en particulier un merveilleux chrétien. Ça ne veut pas dire que Flaubert était un chrétien convaincu, ni un cubéni, loin de là. Mais enfin, il a retrouvé dans cette forme littéraire un petit peu le merveilleux chrétien des contes du Moyen-Âge, si vous voulez. Et d'ailleurs, Félicité, quand on la voit à la fin, mourant et voyant le Saint-Esprit dans son perroquet, il y a une dimension merveilleuse aussi, et naïve et en même temps chrétienne. Et en fait, ces contes ont été publiés
apprécié, loué par la critique. Flaubert, qui avait à cette époque-là des difficultés financières à cause de son neveu et de sa nièce, enfin on pourrait raconter l'histoire, ce serait un peu long. Non, on va lire ta biographie. Voilà. Mais en fait, il lui est arrivé un malheur, en fait, c'est qu'il y a eu une crise politique au moment où le livre paraissait. Et comme vous savez, à chaque fois que les victimes collatérales des crises politiques, financières, ce sont toujours les objets culturels, en particulier les livres. Ah bon ? Et donc, malheureusement, les trois contes ont été grillés, comme il le dit, à cause de la crise politique de ce moment-là. Mais la critique d'emblée, et après, bien sûr, a très vite reconnu qu'avec ces trois contes, il était au sommet de son génie. Est-ce qu'il y a une question à Isabelle, par exemple ? Je vous en prie, posez une question, je vous en prie. Oui, ça y est. Merci. Qui me sauve ? Qui nous sauve ? Merci. Le micro arrive. Merci beaucoup. Isabelle ou Bernard, hein. Alors tout d'abord, merci beaucoup. C'était un très beau spectacle. Merci beaucoup donc Isabelle. C'était très sensible, très bien joué, avec une gestuelle parfaite. Ces trois paliers étaient magnifiques. Et voilà. Merci beaucoup. Une question pour M. Fauconnier. Est-ce que vous voyez une filiation entre Félicité, cet être plein de grâce, en fait, presque christique, avec celle de Rosalie de Guy de Maupassant dans Une vie ? Est-ce que vous pensez qu'il inspire ? Est-ce que vous pensez... Alors, bon, on connaît la filiation bien sûr, de... Voilà. Oui, Maupassant est le fils spirituel de Flaubert. Certains même ont voulu qu'il soit son fils naturel. Biologique, oui. Ce qui est faux. Enfin, ça n'est simplement pas possible pour des raisons de date. Mais dans le personnage de Rosalie, Rosalie, de personnage d'une vie, c'est une sorte de mix entre Madame Bovary. Je pense que Maupassant a pas mal été inspiré par Madame Bovary de son maître Flaubert. Et effectivement, dans la patience, l'acceptation que Rosalie a de son destin, c'est une... Ah non, Rosalie, vous voulez dire la servante de... C'est ça, la servante. Dans Une vie, oui, parce que c'est... L'héroïne, c'est Jeanne. C'est Jeanne dans Une vie. Oui, mais tout à fait, bien sûr. Oui, la servante Rosalie, son humilité, sa fidélité, etc., c'est un personnage, bien sûr, qui est une sorte, peut-être même une sorte d'hommage à Flaubert, bien sûr. Oui, parce que... Mais je parlais aussi de Jeanne. Il y a chez Jeanne, l'héroïne d'Une vie, une constance, une forme d'une certaine manière d'humilité face à la brutalité du butor qu'elle a épousé. Enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là aussi. Cette façon d'accepter, de se convaincre que les choses peuvent s'arranger, et finalement d'aspirer à une forme de sainteté dans une situation bourgeoise qui est totalement insupportable. Voilà, il y a bien sûr une filiation. Alors, en plus, la filiation entre Flaubert et Maupassant, elle est tellement... Flaubert a beaucoup aidé Maupassant. Flaubert a beaucoup aidé Maupassant, il l'a beaucoup engueulé aussi, parce qu'au début, Maupassant, jeune homme, était un garnement qui était extrêmement doué, bien sûr, mais enfin qui brûlait la vie par les deux bouts, qui s'amusait à écrire des bêtises. Et puis Flaubert a eu la joie, quelques semaines avant de mourir, de découvrir dans une revue un chef-d'œuvre de Maupassant, de son fils spirituel, c'est Boule de Suif, qui a été la nouvelle qui lui a permis d'accéder très vite à la notoriété. Mais c'était juste quelques semaines avant la mort de Flaubert, qui est mort brutalement d'une congestion cérébrale
en 1880, et c'est la date de publication de Boule de Suif, Maupassant, qui est son continuateur, bien sûr. C'est ça, c'est une transmission. Mais d'une autre façon, parce que si Flaubert a été très économe dans ses publications, Maupassant a mis en place, mais c'est l'époque aussi, une forme de littérature avec un talent extraordinaire, mais c'est une littérature en série. Enfin, il y a 300 nouvelles, 6 romans en l'espace de 10 ans, quelque chose d'absolument prodigieux, alors que Flaubert a réfléchi de longues années chacune de ses œuvres pour en faire quelque chose d'absolument unique. Enfin, il avait une démarche totalement différente de celle de son cher Guy, qu'il a quand même beaucoup aidé, en effet. Isabelle, qu'est-ce qu'on ressent? C'est toujours mystérieux pour nous, spectateurs. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que tu ressens pendant tout ce parcours d'1h15 d'être félicité? Comment tu le vis, toi, à l'intérieur? Et comment tu as été dirigée? Parce que tu as été dirigée, tu n'es pas toute seule. Extrêmement bien dirigée par Xavier Lemaire, qui voulait absolument être dans cette droiture, cette femme ancrée dans le sol, cette femme vraie, juste. Dès que je décollais de la ligne qu'il souhaitait, on refaisait, on recommençait. Il voulait vraiment que ce soit évident du début à la fin, que personne ne se pose la question, ne se dise non, non, elle peut pas, c'est pas possible, c'est pas crédible. Il fallait vraiment que ce soit félicité pendant 1h20. Et ce que je ressens en jouant, c'est comme dans tous les personnages, c'est-à-dire que j'aime, et c'est pour ça que je fais ce métier, me mettre à la place d'eux. Et quand j'ai travaillé sur l'adaptation, que j'ai eu envie, et ce coup de foudre avec ce personnage, quand j'ai eu envie de le jouer, c'est vraiment d'être en empathie de cette femme qui vit les choses de tout son cœur, qui subit des grandes souffrances et de grandes joies, mais comme tout le monde ici. Et c'est vrai que je me mets en empathie des personnages, mais c'est valable pour tous les personnages que j'ai joués, dans Marthe dans l'échange ou d'autres personnages qui vont venir. C'est un parcours qui est magnifiquement construit par Flaubert. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que dans la construction de cette nouvelle, par moments, il passe du coq à l'âne, mais c'est très logique en fait. Ça a été, j'ai pas envie de dire simple, mais en tout cas, ça a été évident de passer parce toutes ces émotions. Il y a une vraie rencontre, comme tu le disais, avec toi, avec ce personnage et toi. C'était le bon moment. C'était le bon moment. Tu vois, on sent quand les acteurs abordent au bon moment les bons rôles. Et en ce moment, il y a Nils Arestrup dans Rouge. C'était le moment peut-être pour qu'il joue Rouge. Et c'est pour ça que ça triomphe. Et c'était le moment pour toi. Je ne vois pas d'autres personnes de comédiennes à Paris en ce moment qui peut jouer mieux que toi, Félicité. Tu es Félicité. Il y a une empathie. On a tous envie de t'embrasser à la fin. D'ailleurs, tu as vu les applaudissements, tu entends les applaudissements. C'est énorme. C'est énorme. C'était aussi bien que la Comédie Française il y a 3 jours. Donc, voilà. J'ai bien fait de venir. Tu as bien fait de passer. Une dernière question. Bernard, il y a une œuvre de Flaubert qu'on connaît mal, mais je crois qu'il faut la lire. Vous m'en avez parlé tout à l'heure pour la dernière question. La correspondance de Flaubert est en soi une œuvre à part entière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, rapidement, parce que c'est quand même plus de 4000 lettres, la correspondance de Flaubert, sans compter celles qui ont été détruites, perdues, détruites pour des raisons on va dire de discrétion. Moi, par exemple, il y a une série de lettres qu'on n'a jamais retrouvées. Ce sont toutes celles qu'il a échangées avec une personne qu'il a longuement fréquentée, aimée, qui était une Anglaise, qui avait été plus ou moins gouvernante chez sa mère, c'est Juliette Herbert. Et on sait qu'ils ont connu une très longue liaison, et il n'y a aucune trace de cette liaison. Alors la correspondance, oui, par ailleurs, c'est l'autre hémisphère de la planète Flaubert, parce que c'est immense. Alors là, du coup, c'est un Flaubert qui se lâche, qui ne se refuse rien, qui ne s'interdit aucune, y compris quelquefois des plaisanteries d'assez mauvais goût d'ailleurs, mais c'est surtout un formidable témoignage d'écrivain sur son art. Et son temps. Et son temps. Mais sur son art, il y
il y a des lettres, notamment quand il écrit, il y a une sorte de journal de Madame Bovary qui est en fait sa correspondance. Et quand il raconte comment il travaille sur Madame Bovary, c'est absolument prodigieux. C'est l'époque où il était l'amant intermittent de Louise Collet, qui était une écrivaine, disons, avec qui il avait connu une passion brûlante, suivie de quelques déboires. Enfin, il lui a écrit d'innombrables lettres dans lesquelles il raconte comment il travaille. Et ça, c'est génial. C'est absolument formidable parce que il détaille vraiment d'abord ses tourments d'écrivain, comment il est lui aussi en empathie avec son héroïne. Il dit « Ma pauvre Bovary souffre et pleure dans 20 villages de France ». Enfin, s'il y a des choses tout à fait magnifiques dans cette correspondance. Et puis alors, il y a la correspondance avec les copains, avec les amis. Et alors là, c'est un régal parce que c'est des conversations entre garçons, quoi. Alors, c'est pas toujours très fin, mais c'est ni très délicat, mais il y a des fusées absolument extraordinaires. Et ça reste, enfin, cette correspondance est vraiment à part entière l'œuvre aussi de Flaubert. C'est son autre veine, si vous voulez, la veine débridée. Enfin, il écrivait à 2h, 3h du matin des lettres de 10 pages et qui sont magnifiques. Enfin, voilà, quand il voulait se lâcher aussi, il pouvait écrire spontanément des choses extraordinaires. Et ça d'une certaine manière, ça complète, voilà, cette œuvre romanesque par ailleurs hors du commun. Vous allez pouvoir continuer la conversation avec l'œuvre de Bernard Fauconnier. Vous allez trouver en sortant chez notre libraire préféré la biographie de Flaubert que je vous recommande. C'est exceptionnel, on dirait un roman policier. Bernard va venir vous rencontrer, peut-être signer un petit autographe sur ce livre. La correspondance de Flaubert, elle est éditée chez Folio. Il y a une sélection, je crois, de 1000 lettres qui est en folio aussi, qui est admirable. La correspondance complète existe en Pléiade. Et en Pléiade, voilà. Bon, il y a 4 volumes en Pléiade. Pour les gros budgets. Bon, pour les cadeaux de Noël cossus. Sinon, il y a un folio qui est très bien. Voilà. Et merci Isabelle, merci Bernard. Vive le théâtre et à dans 15 jours pour Bérénice 3444.